Charlotte, de retour pour vous accompagner dans votre perte de poids. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder sans plus tarder le sujet de la nutrition. Je pense que ça, c'est clairement le sujet de base. On ne pouvait pas repousser plus longtemps. En plus de ça, j'ai une super nouvelle. Je vais vous donner le régime miracle. Et oui, tous les magazines vont vous vendre le régime cétogène, le régime IGBA, le régime sans gluten, le régime paléo, etc. etc. C'est sans fin. On en voit de toutes les couleurs, si je puis dire, et on s'y perd complètement parce que finalement, on ne sait plus ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas du bien. On essaye un peu tout, les restrictions, manger une tonne de viande, etc. Et finalement, on arrive à faire un effet yo-yo. Donc ça, c'est plus possible en fait, on ne peut pas continuer comme ça. Je pense que je vais rien vous apprendre, mais en fait, il n'y a pas de régime miracle. Le seul régime miracle qu'il peut y avoir, c'est d'avoir une alimentation saine et variée. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Alors du coup, comment on fait pour manger sain? Ça veut dire quoi? Je vais revenir en fait sur les bases de l'alimentation aujourd'hui pour vous expliquer ce que vous devez retrouver dans votre assiette. Donc bien sûr, c'est un sujet qui pourrait être abordé beaucoup plus longuement. Aujourd'hui, je vais devoir rester plutôt soft et en surface. Je ne pourrai pas rentrer dans le détail, mais par contre, on verra ça pour une prochaine fois. Ce sera déjà un bon début parce que vous allez voir que franchement, il y a du travail. Je vais commencer par les gros mots, les macronutriments. Alors ça, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, ce sont les nutriments principaux que vous devez retrouver à chaque repas dans votre assiette pour pouvoir manger en fait équilibré, tout simplement. Donc ces macronutriments sont essentiels simplement parce qu'en fait votre corps ne va pas les fabriquer et il va donc avoir besoin que ce soit un apport extérieur pour pouvoir être en bonne santé. De quoi s'agit-il? Donc dans les macronutriments, il y en a simplement trois. Donc ça va être assez simple. Le premier, ce sera les glucides. Donc les glucides, c'est quoi? C'est le carburant de notre corps. On en entend beaucoup parler puisqu'en fait il s'agit de sucre, donc un peu diabolisé je dirais, mais il existe une multitude de formes différentes qui vont en fait avoir un impact différent sur le corps. Quand je parle de sucre, je ne vous parle pas de mettre du sucre dans tous vos yaourts ou de manger du chocolat à tous les repas, pas du tout. Mais par contre, vous pouvez retrouver des sucres sains, naturels et bons pour votre corps. C'est vraiment ce qui va nous donner de l'énergie et qui va nous permettre de fonctionner. Il faut savoir qu'un des organes le plus friands de sucre et qui en consomme le plus par jour, c'est notre cerveau. Donc vous imaginez bien que notre cerveau, on s'en sert tout le temps et du coup, faut bien le nourrir. Alors vous me direz, mais pourquoi on diabolise du coup les glucides et le sucre si on en a tant besoin? Pour la simple et bonne raison que si on en consomme trop, le corps va en fait le stocker et le transformer en gras pour pouvoir s'en servir plus tard. Il s'agit en fait d'un réflexe archaïque puisque à l'époque on vivait des disettes, etc. Et donc on aurait probablement besoin de ces réserves pour plus tard. Aujourd'hui, comme on ne manque jamais de nourriture, ou en tout cas rarement, et qu'on fait peu d'exercice, beaucoup moins qu'avant, nous avons vraiment beaucoup moins besoin de ces réserves et du coup on a tendance à accumuler petites réserves de gras qui ne nous plaît pas forcément. Donc au final, les glucides sont très bonnes pour la santé, mais dans une moindre mesure, il faut simplement comprendre en fait ses besoins, les besoins de son corps pour ne pas en abuser. Quand il s'agit de glucides, de quoi il s'agit? Déjà bien sûr tout ce qui va avoir en fait un goût sucré et dans lequel en général ça c'est plutôt ok, vous savez les reconnaître. Mais aussi dans certains légumes, alors après en moindre mesure, et c'est pour ça que souvent dans les régimes on vous recommande aussi de manger des gros plats de légumes, puisqu'en fait ça va vous caler, mais ça va aussi réduire la charge glycémique de vos repas. D'autre part, on les trouve aussi dans les légumineuses et les céréales. Dans les céréales, du coup, vous allez avoir tout ce qui est à base de blé, donc notamment les pâtes, le boulgour, la semoule. Vous allez avoir également tout ce qui va être le quinoa, l'épeautre, le millet et le riz. Donc vous voyez, en fait, on peut vraiment varier aussi les plaisirs et pas se cantonner au steak pâte, steak riz, quoi. Dans un second temps, je vais vous parler des protéines. Les protéines, ça aussi on en a tous entendu parler, mais parfois on peut avoir l'impression que c'est destiné aux sportifs qui vont accumuler les blancs d'œufs, de poulet, etc. Tous les jours. Non, en fait les protéines, ça concerne absolument tout le monde puisque c'est un des macronutriments et là il va falloir donc avoir un apport régulier dans votre assiette. Donc évidemment, les sportifs qui cherchent à développer leur masse musculaire vont avoir un besoin en protéines plus élevé qu'une personne lambda, mais il ne faut quand même pas négliger cette partie-là.
Aujourd'hui, de plus en plus de personnes essayent de réduire leur apport en viande et en protéines animales, ce qui est vraiment une bonne chose. Mais par contre, il ne faut pas oublier quand même qu'on peut en trouver dans d'autres aliments. Dans quoi on peut trouver des protéines? Bien sûr, déjà dans tout ce qui va être la viande, les œufs, le fromage, les produits en fait d'origine animale. Mais on peut aussi trouver des protéines d'origine végétale. Il y a évidemment le soja qui est un peu controversé et puis souvent qui vient de très loin. Donc je ne vous conseille pas de consommer vraiment du soja à tous les repas. Mais par contre, ça peut être une alternative de temps en temps, notamment quand on va parler par exemple du tofu, qui peut être une solution intéressante pour varier un petit peu ces sources de protéines. Vous trouvez également des protéines en fait dans les céréales et les légumineuses. Donc c'est génial puisque vous allez avoir peut-être votre apport de glucides et votre apport de protéines au même endroit. Dans ce cas, il y a une toute petite chose à savoir, c'est que les protéines végétales ne sont pas assimilées de la même façon par le corps, parce qu'en fait, les céréales et les légumineuses vont être des protéines qui sont dites incomplètes. Les protéines sont composées de différents acides aminés. Là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on va venir sur un sujet très scientifique, donc je vais faire simple, mais il faut simplement savoir que donc elles sont incomplètes parce qu'elles n'ont pas tous ces acides aminés. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, les légumineuses et les céréales se complètent parfaitement. Dans les légumineuses, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous allez retrouver en fait tout ce qui est haricots, haricots rouges, haricots blancs, pois chiches, les fèves. Donc voilà, ça va être les lentilles, tout ce genre d'aliments plutôt secs de base. Et si vous regardez bien dans toutes les cultures ancestrales, en fait c'est quelque chose qu'ils savaient déjà, puisque par exemple au Mexique on va manger beaucoup de haricots avec du riz. Au Maghreb on va manger plutôt peut-être de la semoule avec des pois chiches. Et en Inde, par exemple, des lentilles avec du riz. Donc vous voyez qu'en général, il y a un apport de céréales et un apport de légumineuses, ce qui permet en fait d'avoir des protéines complètes au même titre que toutes les autres protéines. Le troisième et dernier macronutriment, ce sont les lipides. En fait, ce sont les graisses. Alors là, brouillard total, on n'y comprend plus rien. Les graisses, je comprends pas. Moi, j'en veux pas puisque je veux m'en débarrasser. On disait tout à l'heure que c'était le sucre qui créait la graisse. Mais du coup, si je mange du gras, ça fait quoi? Ok, c'est un peu compliqué, mais globalement, donc toutes les cellules graisseuses que vous allez amasser, c'est du sucre qui n'a pas été en fait utilisé, qui va être stocké. La graisse, les graisses que vous pouvez apporter dans votre alimentation vont avoir un autre rôle et vont en fait constituer notamment toutes les cellules de votre corps. Donc si on a une bonne consommation de bonnes graisses, puisque là la nuance est très importante de savoir qu'est-ce qui est une bonne graisse et qu'est-ce qui n'en est pas, va en fait vous permettre d'avoir une rapidité au niveau du message, un échange cellulaire beaucoup plus important. En gros, quand on consomme des graisses de bonne qualité, la cellule va être toute moelleuse et le message intracellulaire va se passer très rapidement et de la meilleure façon possible. Quand on a des cellules qui sont toutes dures parce qu'on a consommé trop de graisses transformées, là ça va être plus compliqué et du coup on va avoir peut-être des problèmes hormonaux, des problèmes au niveau neuronal. Alors c'est bien beau de vous dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises graisses, mais comment vous pouvez vous y retrouver? Ok, je vous explique. Donc dans tout ce qui va être bonne graisse, je vais entendre toutes les huiles qui vont être riches en oméga 3, en oméga 6 et en oméga 9 par exemple. Toujours une huile de première pression à froid, si possible bio, et ça vous allez les trouver en fait dans des bouteilles en verre, verre teinté, puisque ce sont des huiles qui peuvent être un petit peu sensibles en fait au changement de température, à la lumière, etc. L'huile de coco, elle, va être une huile riche en acides gras saturés. Alors, on va souvent nous dire que ce ne sont pas de bons gras, mais l'huile de coco particulièrement peut en fait avoir des apports intéressants pour le cerveau. Donc, pourquoi pas? Et c'est très stable en fait à la cuisson. Donc, vous pouvez par exemple l'utiliser dans la cuisson de vos plats ou dans vos pâtisseries. Ça peut être intéressant. Je vous conseille plutôt par contre de prendre de l'huile, donc toujours extraite à froid, vierge, et d'éviter en fait les huiles désodorisées. Donc bien sûr c'est intéressant parce que vous n'aurez pas le goût de coco si vous n'aimez pas trop ça, mais ça veut dire qu'il y a eu une transformation et possiblement que ce soit pas très bon pour la santé. C'est la même chose par exemple pour les huiles de colza qui vont servir pour la cuisson. Dans ce cas-là en fait ça veut dire qu'on a induit une modification de l'huile pour qu'elle puisse résister en fait à la cuisson. Mais en modifiant la molécule de l'huile de cette façon-là, on va en fait la transformer en huile trans et là le corps ne la reconnaîtra pas du tout, il va pas savoir quoi en faire et c'est dans ce cas-là par exemple que s'il l'utilise, vous allez avoir des cellules un petit peu
un petit peu dur. Alors ça se passe pas vraiment comme ça dans la réalité, mais en tout cas vous aurez vraiment une bien moins bonne qualité d'huile et ça risque en fait de créer des dépôts, des déchets dans votre organisme. C'est la même chose pour les margarines. Alors là, je suis désolée de vous le dire, mais par contre les margarines, ça c'est pas possible. Vaut mieux manger un peu de beurre de temps en temps que de manger de la margarine. Puisqu'en fait ça va être des graisses qui sont hydrogénées, qui sont transformées et dont le corps ne sait pas du tout ce qu'il doit en faire, puisqu'en fait il ne les reconnaît pas, ce n'est pas naturel. C'est aussi donc le problème qu'on va retrouver par exemple dans tous les plats industriels, etc., préparés. Voilà, en général, c'est un petit peu une des problématiques de ce type de produit. Il y a un dernier élément dont j'avais envie de vous parler et qui n'est en fait pas un des macronutriments, mais qui, je pense, est tout aussi important. Il s'agit des fibres. C'est en fait tout ce qui va constituer les végétaux, par exemple. Donc on va en retrouver dans tous les légumes, les fruits et les céréales à condition qu'elles soient complètes ou semi-complètes, puisqu'en fait on va garder l'enveloppe de la graine et c'est à cet endroit-là que va se retrouver en fait la fibre. Donc tout ça, d'une part, ça va en fait créer du volume donc dans votre nourriture, ce qui va améliorer votre transit si jamais vous avez des problèmes de constipation. Et ça va aussi et surtout aller nourrir votre microbiote intestinal. Alors le microbiote intestinal, on le voit un petit peu partout en ce moment. Et pour cause, il y a de grosses recherches qui sont faites à ce sujet et on n'est pas au bout des découvertes. Mais en fait, le microbiote intestinal, c'est donc toutes ces bactéries qu'on a à l'intérieur de l'intestin et qui vont avoir en fait une action sur notre vie, notre immunité, notre façon d'être en fait. Et donc, il faut aller les nourrir, ces petites bêtes, et elles vont se nourrir de ces fibres. Puisqu'en fait, les fibres, elles ne sont pas pour nous, elles sont vraiment pour notre microbiote. C'est lui qui va s'en nourrir et derrière, il va nous remercier en, par exemple, créant de nouveaux neurotransmetteurs qui vont nous aider à aller bien pour améliorer notre immunité également et donc pour améliorer notre transit et tout ça. En plus de ça, les fibres vont ralentir l'assimilation des micronutriments. Ok, là on est encore sur un sujet un peu complexe. En fait, quand vous mangez par exemple une pomme, il va y avoir des fibres à l'intérieur, vous allez donc l'ingérer et comme ces fibres en fait sont entremêlées du fructose, du fruit, votre corps va devoir aller faire un travail pour digérer tout ça et les séparer. Donc le traitement est plus long et ça va permettre en fait de réduire la charge glycémique des repas puisqu'en fait on va mettre plus longtemps pour digérer, ça va vous tenir au corps donc plus longtemps et votre organisme va être plus modéré quant à la réponse qu'il va apporter à votre nutrition. Comme vous le savez peut-être, quand on mange quelque chose, le corps va générer en fait un petit pic d'insuline qui va permettre d'aller réguler le taux de sucre dans le sang. Donc c'est-à-dire que si on mange quelque chose de sucré, je sais pas, admettons je mange des bonbons, la réponse insulinique va être hyper élevée puisque le taux de sucre va vite augmenter et il va falloir qu'il travaille, donc il va envoyer plein d'insuline pour faire descendre le taux de sucre dans le sang. Si jamais par exemple vous mangiez un dessert à la fin de votre repas dans lequel vous aviez des légumes, des céréales, etc. Là, vous avez ingéré plein de fibres. Du coup, votre organisme, en fait, il va avoir un travail beaucoup plus long pour aller sortir les molécules de l'un de l'autre. Et donc, il y aura beaucoup moins de sucre dans votre sang. Et donc, la réponse insulinique sera beaucoup plus modérée. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce que finalement, quand on a une réponse insulinique du coup qui est très élevée, souvent derrière on a une hypoglycémie réactionnelle, donc ça s'appelle comme ça. Et en gros, c'est par exemple la petite fringale sur laquelle vous allez retourner avoir envie de sucre maintenant tout de suite pour vous remplir et pour retrouver de l'énergie. Et donc cet événement en chaîne peut vraiment créer des gros déséquilibres au niveau de l'insuline et avoir un impact important dans la prise de poids. Ok, je me suis un petit peu égarée et je suis partie sur un aspect assez technique. Néanmoins, je pense que vous avez compris que finalement, donc, les fibres pouvaient être très importantes pour réduire donc, la charge glycémique de votre repas, pour aller nourrir votre microbiote intestinal qui va vous faire plein de retours super sympas et du coup pour avoir aussi un meilleur transit derrière. Donc en suivant déjà ces 4 besoins principaux et primaires de notre corps, on voit se dessiner un petit schéma, voilà.
Et donc quand je vous parlais de régime miracle, on y est. C'est-à-dire que manger sainement, apporter donc tous ces macronutriments à votre organisme, ça va être ça le régime miracle et c'est ce qu'on va aller rechercher. Donc d'une part, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc il faut vous fier en fait à la nature, c'est-à-dire que quand on va manger bio, local et de saison, c'est peut-être bête à dire et ça a l'air hyper rébarbatif, je sais pour beaucoup, mais c'est simplement qu'en fait dans la nature, il y a tout ce dont nous avons besoin. Si vous remarquez, en hiver, on va plutôt avoir tendance à manger par exemple des courges, des choux, ce genre de choses qu'on va aller cuisiner par exemple en soupe ou en tout cas manger chaud et cuit. Pourquoi? Parce que déjà, ce sera beaucoup plus digeste pour notre organisme à ce moment-là de l'année, mais aussi parce qu'on a besoin de chaleur et de réconfort, et donc la nourriture va jouer en ce sens. Si vous regardez plutôt à l'été, on va avoir besoin de fraîcheur, d'eau, et donc à ce moment-là, il va y avoir plutôt tout ce qui est fruits rouges, pastèques, etc. Et donc là, on va vraiment pouvoir faire le plein d'hydratation aussi par la nourriture, et on va avoir tendance à manger beaucoup plus cru et plus frais. Comme nous ne pouvons pas manger comme nos voisins, nous avons tous une culture différente qui va nous apporter des choses différentes, et nous n'avons peut-être pas le même climat, la même façon de vivre, donc c'est important de manger local. Au même titre que la nature est bien faite et c'est absolument de quoi nous allons avoir besoin en fonction des saisons, votre corps est un outil magique. Et donc il faut absolument se reconnecter à ces sensations. Et je vous invite à pratiquer l'alimentation intuitive, au moins essayez. Quand je parle d'alimentation intuitive, je ne vous parle certainement pas de vous fier à toutes vos envies et de manger des pains au chocolat toute la journée. Non. Si vous avez par exemple déjà fait l'expérience de manger au restaurant pendant toute une semaine parce que vous étiez en déplacement, en vacances, en voyage, que vous n'aviez pas de cuisine, etc., vous allez voir que très vite vous avez envie de retourner à quelque chose de simple, de frais, des salades, de manger beaucoup plus léger parce qu'au restaurant on va avoir beaucoup de préparation, c'est très cuisiné et au final on a envie de quelque chose de beaucoup plus sain et peut-être plus facile à digérer. De la même façon, si vous n'êtes pas très bien et que vous avez mal au ventre, peut-être que vous n'aurez pas forcément envie de manger une tartiflette derrière. Donc reconnectez-vous à votre instinct, à vos sensations. Vérifiez peut-être que quand vous mangez quelque chose derrière, si vous ne vous sentez pas bien, d'aller le noter. Ok, j'avais mangé ça, ça me réussit pas trop. De comprendre s'il y a des associations qui vous font du bien ou qui vous font plutôt du mal. Et surtout, n'hésitez pas à manger si vous avez faim. Mais ce n'est pas obligatoire de manger 3 repas par jour. Pour moi, c'est quelque chose qui est très difficile. J'ai tendance à manger beaucoup déjà de façon sociale, c'est-à-dire que j'aime partager mes repas. Donc même si j'ai pas trop faim, par exemple, je vais aller cuisiner quand même un vrai plat, je vais manger au restaurant, je vais avoir tendance à manger mes 3 repas par jour, même si finalement peut-être que j'avais pas trop faim le matin. Donc j'essaye de m'y reconnecter un petit peu plus, de manger un petit peu plus tard le matin, de pas peut-être manger quand je me lève parce que j'ai pas très faim, d'essayer de comprendre en fait de quoi j'ai vraiment besoin. C'est pas toujours évident et ça je vous le concède, mais déjà avoir une première intention à ce sujet-là, c'est vraiment faire une grosse partie du boulot en fait. Et la dernière chose, et ça c'est un conseil gratuit que vous avez déjà probablement entendu des millions de fois et qu'il est toujours difficile à appliquer, mais mâcher. Mâcher, ça permet vraiment de réduire en fait le travail de votre estomac. Ça va vous permettre d'assimiler beaucoup mieux les nutriments et du coup de tirer une meilleure partie de votre alimentation. Mais ça va aussi vous permettre de garder pas mal d'énergie et en même temps de reconnaître à quel moment vous n'avez plus faim. Donc vraiment, mâcher, ça c'est un conseil absolu qu'il faut vraiment que tout le monde applique. Mon petit conseil pour ça, alors j'ai entendu une phrase la dernière fois, moi ça me dégoûte un peu, mais peut-être que vous ça va vous parler. Mange ce que tu bois et bois ce que tu manges. Donc globalement, ça voudrait dire que notre nourriture doit devenir complètement liquide et que là, ce serait ok pour avaler. Moi, ça me dégue un peu de dire ça, mais je vois l'idée et donc pourquoi pas. Mais surtout, ce que j'aime, et là où j'essaye de faire une pause pendant mon repas, c'est de me dire, en fait, des fois, je n'ai pas senti le goût des aliments. C'est un peu comme quand on conduit et que c'est hyper dangereux et que d'un coup on se dit, oh, je suis déjà là. Et en fait, on a conduit sans se rendre compte que le chemin était passé parce qu'on connaît par cœur, etc. C'est un peu pareil pour la nourriture, on mange tellement machinalement que parfois on n'a pas vraiment senti le goût des aliments. Donc mettez plein d'épices, mettez plein de choses dans vos plats pour donner du goût et arrêtez-vous sur le goût des choses, le vrai goût des vraies choses. Si déjà une fois dans votre repas vous vous dites ça, là
vous avez déjà gagné. Pas besoin d'aller mâcher 40 fois chaque bouchée, mais vraiment arrêtez-vous pour retrouver le goût des choses. J'espère que tous ces conseils vous auront aidé pour retrouver une alimentation équilibrée et saine et variée, et que ça vous aidera du coup dans votre perte de poids pour déjà en fait comprendre ce dont vous avez besoin et ce qui peut être superflu. Évidemment, il faudra faire d'autres vidéos sur le sujet de la nutrition pour comprendre un petit peu mieux quel sucre il faudrait manger, comment, en quelle quantité, peut-être ce qu'on peut apporter au-delà des macronutriments, donc plutôt en termes de vitamines, de minéraux aussi à notre organisme, et avoir une alimentation vraiment beaucoup plus saine. Mais c'est un sujet sans fin, ça risque d'être très long, donc on verra plus tard pour un autre épisode à ce sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, donc juste ici, me laisser un petit pouce. Surtout n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, sur Holly Tips, pour partager avec moi vos réussites, vos doutes, vos difficultés, et ce sera avec grand plaisir. À très vite.